Monde numérique. Grâce à l'IA et sa capacité à dessiner de manière ultra juste et très très proche de sa mise en fabrication, vous allez quasiment être à la demande. Donc votre produit, il va pouvoir être mieux vendu parce qu'il sera beaucoup plus proche de la demande client. Bonjour Frédéric Rose. Bonjour. Vous êtes fondateur de la société IMKI, IMKI, basée dans l'Est de la France. Et votre entreprise utilise donc les IA génératives d'images pour créer toutes sortes de choses dans le domaine du design, du graphisme, et notamment dans le secteur de la mode. De quelle manière ? Oui, c'est ça, absolument. IMKI est spécialisé dans la création d'IA générative pour les secteurs de la création. Un des premiers sujets qu'on a traité, il était plutôt culturel, et donc l'IA nous a aidé à améliorer le processus de création d'un spectacle qui s'appelle l'Odyssée sonore au Théâtre Antique d'Orange. Et donc il a accéléré, en fait il a réduit le temps de production et le coût de production. Donc l'IA générative a eu un effet de levier sur la production et le process de fabrication du spectacle. Et d'ailleurs, ce spectacle a été primé au CES de Las Vegas l'année dernière. Et depuis, on a été sollicité par des marques de mode, notamment Couples ou Jules, pour lesquelles on a créé des IA spécialisés sur des sujets en particulier. Donc chez Couples, c'était sac à main, robe, perfecto, et chez Jules, c'était plutôt sweatshirt, etc. Et en fait, les IA leur ont permis de créer des capsules mode spécifiquement générées par intelligence artificielle. Des capsules mode, c'est-à-dire ? Bon, c'est du jargon mode, hein, mais alors vous avez les collections, printemps, été, automne, hiver, et ça c'est régulier, et chaque collection est remplie, on va dire, d'un certain nombre de modèles ou d'objets vestimentaires. Et de temps en temps, une marque peut faire une collaboration ou sortir une mini collection de quelques pièces. C'est ce qu'on appelle une capsule. Donc là, chez Couples, c'est une capsule de 2 silhouettes hommes-femmes avec pantalon, blouson, robe et sac à main. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle une capsule. Ah d'accord, oui, c'est du jargon de la mode, comme vous dites. Voilà. Mais alors concrètement, de quelle manière est-ce que vous faites quoi ? Vous développez vos propres modèles, vous utilisez des outils qui existent sur le marché, du Midjourney, DALL-E et compagnie. Comment vous procédez ? Alors, les algorithmes de création d'images ou de génération d'images, c'est en majorité des algorithmes, ce qu'on appelle des algorithmes de diffusion. Et donc, le plus connu, c'est Stable Diffusion, qui est un algorithme qui est en open source, qui est ouvert à tous. Et souvent, c'est sur ce socle-là qu'ont été créés les autres fournisseurs d'IA génératrices d'images, comme Midjourney. C'est juste que le Stable Diffusion, il a été alimenté, réentraîné, etc., etc. Nous, on n'utilise pas du tout ces modèles qui sont fermés, Midjourney, OpenAI, etc. On utilise le Stable Diffusion de base, et ensuite on l'améliore. Alors, pourquoi on l'améliore ? Je vais vous donner un exemple assez parlant. Quand vous demandez à Stable Diffusion, Midjourney ou OpenAI de vous dessiner une sculpture grecque antique, vous vous retrouvez souvent avec des personnages aux muscles assez importants, hypertrophiés. Et en fait, c'est dû à la simple raison que ces intelligences artificielles ont été entraînées avec des corpus de données qui proviennent du web, du net. Donc, ce qu'elles ont vu de l'art antique, on va dire, c'est Marvel. Donc, quand on leur demande un Thor, eh ben, en fait, ce qu'elles ont vu, pour elles, Thor, il vient de Marvel, donc il est très costaud. Et pas du tout au standard, on va dire, vitruvien ou au standard Michel-Ange, où, pour le coup, on est sur des proportions plutôt classiques. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que comme on constate que leurs dessins ne sont pas justes, on va modifier les entraînements et on va améliorer la compréhension de ces IA sur des types de dessins en particulier. Donc, par exemple, chez Couples, on a entraîné l'IA à savoir mieux faire du perfecto, de la robe, du sac à main, etc. On peut même aller jusqu'à imprégner l'IA des codes de marque que Couples a dans son ADN. Donc, par exemple, ils ont un sac iconique qui s'appelle le Emily, et il a quelques attributs très spécifiques
notamment son fermoir, des empiècements en métal sur les coins en cuir. Et ça, l'IA, Stable Diffusion Midjourney, ils le savent pas. Donc on entraîne l'IA en lui disant bah voilà ce que c'est qu'un vrai sac Couples, voilà dans quelles règles tu dois dessiner pour qu'il soit au plus juste de ce que c'est que le sac Couples, le sac EMI Couples. Et donc c'est ça qu'on fait, on améliore les IA. Et en fait on le fait d'une manière assez simple, c'est que ce sont des stylistes elles-mêmes qui vont entraîner les IA. Donc en gros les IA elles absorbent, elles intègrent les compétences que les stylistes vont leur procurer en améliorant leur dataset, en les qualifiant, en améliorant la taxonomie, puisqu'il y a un vocabulaire spécifique dans le stylisme, dans le modélisme, etc. Donc, vous les prenez vraiment à la racine, à l'état de bébé, et vous en faites des IA adultes capables de faire des choses, quoi. Ouais, souvent je dis, bah en fait, les IA à mi-journée, c'est un adolescent américain un peu limité. Nous, on va en faire des stylistes à la française. Donc en gros, je vais lui faire 5, 10, 15, 20 ans d'études dans une école de mode à la française, plus 15 ans d'expérience professionnelle, et vous allez vous retrouver avec une IA qui, pour le coup, va être extrêmement pointue dans un sujet. Mais on sait que l'entraînement des IA, il faut de la data, il faut beaucoup de données. Donc, par exemple, l'exemple que vous prenez avec le sac, les personnes chargées de l'entraînement se contentent de décrire, ou il faut fournir il faut fournir de l'image, non? Alors, il faut en fournir, mais nous, on est plutôt économe en entraînement parce que, si vous voulez, le sac à main, l'IA de base, elle sait ce que c'est. Elle a déjà été Ouais. entraînée parce Mmh. qu'on en a vu des milliards. Donc nous, on a juste besoin d'affiner sa perception du sac à main. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de data pour juste lui illustrer que Couple, son ADN, c'est bien ça. Donc on fait des entraînements qui sont pas très lourds. Les datas, elles sont plutôt peu nombreuses. Par contre, la qualification, elle est vraiment ciselée pour que l'entraînement soit le plus efficace possible. Mais nos entraînements à nous, on a nous, nos propres serveurs, c'est quelques GPU, ça suffit largement. On n'a pas besoin du tout d'avoir des fermes de calcul comme chez Mistral ou OpenAI, où pour le coup, leur sujet, c'est plutôt le modèle de fondation. Donc effectivement, il va avoir besoin de beaucoup de données. Ouais, je comprends. Oui, vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus spécialisé, donc par définition beaucoup plus léger, en réalité. Absolument, exactement. On sait qu'avec les IA génératives, il y a un gros problème, c'est les hallucinations. Quand elles savent pas, elles font croire qu'elles savent et elles disent n'importe quoi. Comment ça se passe dans le graphisme et dans votre secteur en particulier? En fait, pour le coup, c'est exactement ça qu'on corrige. C'est ces fameuses hallucinations. Parce que soit elles ont une vision erronée, comme la sculpture gréco-romaine dont je vous ai parlé, soit effectivement elles improvisent. Elles se disent, bah là, je sais pas trop, alors je vais dessiner un truc, ça fera bien l'affaire, on va dire. Mais nous, plus on l'améliore, et plus en fait les hallucinations baissent. Et on a des réponses qui sont extrêmement justes. Alors pour le coup, par contre, ces IA-là, elles perdent la mémoire de d'autres choses. C'est-à-dire que autant un Midjourney et un OpenAI va continuer à répondre sur tout sujet, autant nous, comme on attire l'attention du réseau de neurones sur des sujets en particulier, il va avoir tendance à être de plus en plus juste sur ce sujet-là, mais Mmh. en contrepartie, il va oublier d'autres choses. Donc, pour le coup, comme nous, ça nous intéresse pas qu'il sache faire, je sais pas, des voitures, qu'il oublie comment dessiner une voiture, c'est pas très grave, puisque nous, on ne veut qu'il ne fasse que des vêtements. Et donc, en fait, les hallucinations réduisent, mais en même temps, c'est parce que on la concatène vraiment dans un sujet particulier. Et alors ensuite, pour la fabrication, très concrètement, comment ça se passe? Parce que vous êtes plus dans l'expérimentation, hein, c'est du réel. Alors là, c'est plus du tout de l'expérimentation, hein, parce que nous, on se rapproche aussi d'usines ou d'ateliers de fabrication, parce que les IA, quand elles apprennent à dessiner, on peut aussi leur distiller d'autres informations que le dessin, c'est-à-dire qu'elles peuvent aussi comprendre comment est construit le vêtement. Donc, on peut lui donner des informations de type patronage, on peut lui donner des informations de type tissage. Donc, si on sait qu'il y a une machine à tisser qui, à un moment donné, va prendre le tissu, le tisser, etc., elle peut intégrer ces contraintes-là. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça accélère le process de production. C'est-à-dire qu'en fait, entre le moment où vous décidez de faire une veste en jean et le moment où elle arrive en boutique, il peut se passer normalement 3, 4, 5, 6 mois. Grâce à l'IA et sa capacité à dessiner de manière ultra juste et très très proche de sa mise en fabrication,
vous allez quasiment être à la demande. Donc, votre produit, il va pouvoir être mieux vendu parce qu'il sera beaucoup plus proche de la demande client. Et, euh, et tous les sujets dont je vous ai qu'on a utilisé en illustration ont tous basculé en fabrication. Donc, la capsule Couples, un, un phénomène qui s'est eu, c'est que quand ils ont fait le premier prototype, l'atelier de prototypage a fait le premier prototype, ils ont vu les dessins de l'IA, ils ont vu qu'elle s'était inspirée d'un patron. Donc en fait, ils ont tout de suite vu comment elle avait fabriqué son vêtement et donc évidemment, ça a été beaucoup plus vite en termes de réalisation. Est-ce que l'IA peut être créative selon vous ou c'est juste elle se contente de remouliner des choses qui existent déjà? Alors après, bon, elle peut Là, pas on va être rentrer dans un créative. débat, hein. Ouais, c'est compliqué. Elle peut pas être créative au sens strict. Pourquoi? Parce que l'IA est inerte. Elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas de réflexion, elle n'est pas capable d'envisager, je sais pas, une ligne directrice, elle comprend pas l'air du temps, etc. Et si vous ne lui donnez pas un input, elle fait rien. Donc, au sens strict, elle ne crée pas. Là où moi, je vois de temps en temps de la création, c'est que ces hallucinations dans l'histoire de l'art, on peut appeler ça ce qu'on appelle, nous, un accident. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup dans l'histoire de l'art des ruptures artistiques qui sont liées à l'accident. L'abstraction, Kandinsky, il a basculé dans l'abstraction parce que quand il rentre dans son atelier, il voit une toile qui est à l'envers. Sur le coup, il la reconnaît pas et il se dit mais qu'est-ce que c'est, etc. Et au final, c'était une toile figurative qu'il avait retournée. Ça, dans l'histoire de l'art, ça arrive souvent et de temps en temps, l'IA, elle en met une à côté et on se dit tiens, c'est marrant, il se passe un Mmh. truc. Mais ça reste quand même une action humaine, c'est-à-dire qu'il faut après être en capacité d'analyser ce qu'elle a réalisé et de se dire tiens, ça a du sens ou pas. L'IA le fait pas, elle génère, point barre. Donc Ouais. pour moi, elle n'est pas créative au sens strict. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les stylistes doivent savoir utiliser les IA, sinon ils sont condamnés à être remplacés par des gens qui, eux, savent les utiliser? Alors oui, et je pense qu'ils n'ont pas trop à s'inquiéter parce que il y a aussi un autre phénomène, c'est que quand vous dessinez, quand vous êtes dans une école d'art, styliste, modéliste, etc., vous apprenez à dessiner. Et en fait, quand vous dessinez, vous entraînez deux organes, la main, parce qu'effectivement, il faut avoir une certaine dextérité, mais surtout vous entraînez l'œil. Et l'œil, c'est lui qui va être capable d'analyser la proportion, les espaces chromatiques, la technicité d'une couture, etc. Et ça s'apprend en école d'art. Donc, que l'IA accélère ou remplace votre manière de dessiner, oui, ça c'est fortement probable, c'est évident. Par contre, est-ce qu'elle va suppléer ou supplanter les designers? Non, parce qu'en fait, le designer, il lit l'image, ce que ne fait pas l'IA. Et en fait, le designer, il va piloter l'IA, et plus il sera bon dans le stylisme, le modélisme, et plus il obtiendra des résultats les plus justes possibles. Alors, vous avez parlé donc de création de vêtements. Ce que vous avez fait aussi pour le théâtre, ça consiste en quoi exactement? En fait, vous voyez le théâtre antique d'Orange, c'est un théâtre Ouais. qui est extrêmement bien conservé à ciel ouvert. Donc, il y a encore les gradins, il y a encore le fond de scène. D'ailleurs, il y a des spectacles, des concerts, il y a les chorégies d'Orange qui s'y jouent. Et en fait, on y a fait un grand mapping monumental. Donc, il y a 5000 mètres carrés de surface projetée par 25 vidéoprojecteurs. Et ça, en termes de création de contenu, c'est extrêmement chronophage et c'est très très cher parce que vu la taille des images et les fréquences de projection, vous allez mettre vraiment le théâtre antique, le discessionneur dure 45 minutes sur 5000 mètres carrés projetés. Normalement, on aurait dû mettre 18 mois avec une équipe de 50 à 80 personnes pour le produire. L'IA, l'avantage qu'elle a eu là, c'est qu'en fait, elle a produit beaucoup d'images qu'on a pilotées, dont le directeur artistique a dit moi je veux ça, je veux ça. Mais en fait, effectivement, elle a produit énormément d'images qui ont pu être animées et alimenter la production d'objets. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, le film, le spectacle a été produit en 6-7 mois avec une vingtaine de personnes. En fait, en gros, on a divisé par 3 les coûts de production. Et au-delà de Non. l'économie en termes de business, c'est que vous allez la zone de chalandise, elle est compliquée à Orange, donc vous n'avez pas forcément les moyens de repayer un spectacle. Mais quand vous baissez le coût de production, bah vous êtes en capacité tous les 2 ans de renouveler le spectacle parce qu'il vous coûte moins cher. Alors, la mode, le spectacle, est-ce qu'il y a d'autres pistes de développement sur lesquelles vous travaillez?
Aujourd'hui, il y en a deux, il y en a deux qui nous intéressent fortement. Pour pas être trop s'éloigner de la mode, c'est le bijou, la joaillerie, parce que là, on est sur des savoir-faire d'excellence français, formés dans des écoles françaises, et donc là, pour le coup, on parlait de taxonomie tout à l'heure. Les IA qu'on trouve Stable Diffusion ont été entraînés sur du vocabulaire anglais. Quand vous discutez en français, en fait, elle traduit à l'anglais. Elle génère en anglais et ensuite elle traduit. Elle n'a pas été entraînée sur du français. Et en fait, la bijouterie, ce n'est que de la taxonomie française. Donc, pour pouvoir générer des images avec une IA, il va falloir entraîner l'IA à comprendre comment est défini un bijou avec le vocabulaire à la française. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et en plus de ça, le dessin est ultra technique. C'est vraiment très très complexe. Il y a vraiment des subtilités. Et chaque maison a quasiment cette taxonomie. C'est-à-dire que vous avez un vocabulaire, on va dire, de base. Mais si vous allez chez Cartier ou chez Boucheron, il est probable qu'ils utilisent d'autres termes pour illustrer la même chose ou des choses quasiment identiques. Donc ça, c'est vraiment des sujets où l'IA va devenir très spécialisée, mais encore plus quand elle va basculer dans les entreprises. Là, pour le coup, elle sera faite sur mesure pour l'usage des entreprises. Et le deuxième sujet, c'est l'architecture. Parce qu'effectivement, derrière le dessin d'architecte, qui est d'abord un dessin de design, il y a énormément de contraintes, notamment en termes de matériaux, de recyclabilité, etc. Et ça, c'est le deuxième sujet qu'on est en train d'initier doucement, et sachant que IMKI est en levée de fonds et que sa levée de fonds, elle est censée financer le développement de ces verticales. Donc demain, ce sera banal finalement d'acheter des vêtements en magasin qui auront été conçus au moins en partie par intelligence artificielle. Je pense même que c'est déjà le cas, mais C'est déjà le cas, ouais. je pense qu'il y en a beaucoup. Alors nous, il y a des marques qui prennent le risque de se présenter en disant on travaille avec IMKI, c'est fait par IA. Mmh. Mais il y en a beaucoup qui l'utilisent déjà et qui le disent pas forcément. Voilà, c'est comme ça. Parce que c'est un peu tabou vous savez, le processus créatif, c'est très énergivore et en fait, il y a une fatigue mentale. C'est-à-dire que quand on demande, surtout dans la mode où il y a des renouvellements, des collections, etc., dessiner, quand vous êtes designer, au bout de quelques jours, vous avez plus de jus, hein, parce que en fait, vous saturez. Et en Mmh. fait, l'IA a cet avantage de pas avoir de fatigue. Donc, vous pouvez explorer des champs créatifs et faire un pas de côté sans avoir perdu 2-3 jours à gratter votre feuille. Donc, je pense qu'elle va soulager beaucoup de designers et elle le fait déjà. Après, on n'est pas censé le savoir. Voilà, c'est ça. Vous dites que vous êtes en levée de fonds parce que quels sont vos besoins aujourd'hui? C'est quoi? Il vous faut des machines, il vous faut des programmeurs, il vous faut des data scientists? En termes de ressources humaines et de matériel, on n'a pas vraiment de seuil ou de plafond, hein, parce que ça, pour le coup, il y a 4 ans, quand j'ai créé IMKI, effectivement, trouver un data scientist ou quelqu'un spécialisé en IA générative, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Le matériel, comme je vous disais, on fait des petits entraînements, donc on n'a pas besoin de puissance de feu. En fait, il y a 2 sujets, nous, qui nous intéressent, c'est l'IA, enfin la data, c'est-à-dire que l'IA, le modèle de fondation, aujourd'hui, c'est du diffusion, demain, ce sera autre chose. C'est la course à l'échalote, les Américains, Mmh. les Chinois, les Français avec Mistral. Moi, je les laisse courir. Ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est la donnée, parce que la donnée, c'est la richesse. La donnée, c'est le jus qui va permettre à l'IA d'être excellente. Donc, nous, c'est ça qui nous intéresse. La levée de fonds, elle a 2 objectifs. Un, qu'on crée du partenariat et qu'on collecte cette donnée pour l'améliorer de la manière dont on le fait. Ça demande de l'argent et du temps. Et 2, il faut qu'on collectionne toutes ces IA spécialisées parce qu'aujourd'hui, vous avez une explosion de la techno. Effectivement, on parle d'IA générative partout, mais quand vous parlez aux industriels, il y a la transformation dans l'entreprise, elle est pas là. C'est-à-dire que ça va mettre des années à être intégré en termes de process, etc., etc. Et en fait, les fonds, c'est un peu ça. Souvent, les fonds qui sont demandés au VC, c'est de dire, on sait que la techno, elle est là, le marché n'est pas mature. Il faut se préparer à être fort au moment où le marché va s'ouvrir et être en capacité de vous intégrer. Merci Frédéric Rose, donc fondateur de la société IMKI. Vous
Vous aimez écouter des podcasts, vous avez peut-être envie de créer le vôtre, votre propre podcast. Alors rendez-vous sur le site formationpodcastpro.com. C'est une formation en 25 vidéos que je vous propose pour tout savoir sur le podcast. Quel matériel choisir, comment enregistrer dans les meilleures conditions, comment préparer un épisode de podcast et comment mener une interview comme un journaliste. Je vous dis tout, je vous donne des trucs et des conseils. Que vous soyez un particulier passionné ou un professionnel qui veut en savoir plus sur la communication par podcast, c'est la trousse à outils idéale à acquérir en cette fin d'année. Et pour vous faire une idée, vous pouvez télécharger dès à présent la FAQ du podcasting disponible gratuitement sur le site formationpodcastpro.com.